Bonjour YouTube, j'espère que t'es prêt parce que ce mois-ci j'ai fait une tonne de choses cool dans la maison. Au programme, du carrelage, de la maçonnerie, des trucs jolis, la trahison d'un plombier et des briques lancées dans le jardin des voisins. Bienvenue dans ma tour, mais juste avant, merci à Emma Sleep qui sponsorise cette vidéo et qui améliore mes nuits depuis plus d'1 an. Ça fait maintenant 1 an et demi que je dors sur le matelas Hybrid 2 et j'en suis vraiment contente. On conseille de changer son matelas tous les 10 ans, question d'hygiène mais surtout de confort. Avec le temps, un matelas va s'enfoncer et ça peut créer des douleurs au dos ou autre. Perso, mon ancien matelas avait 20 ans et je comprenais pas pourquoi j'avais régulièrement mal au dos et à la hanche. L'année passée, j'ai changé de matelas pour un Emma Sleep et depuis la douleur s'est envolée. C'était aussi simple que ça. Et moi pendant tout ce temps-là, je gaspillais mon argent chez le kiné alors que le problème venait simplement d'un matelas trop vieux. Alors il y a la gamme de matelas, mais Emma Sleep a également toute une gamme d'accessoires très abordables pour améliorer ton sommeil à petit prix. Tu peux trouver des oreillers à mémoire de forme, des couettes lestées, mais surtout des surmatelas. C'est la solution intermédiaire quand on a un petit budget mais qu'on veut quand même faire du bien à son sommeil. En ce moment, il y a des grosses promotions sur tout le site, c'est les soldes d'été. Les réductions vont jusqu'à moins 50% sur le site, mais en plus j'ai un code promo qui te donne 10% supplémentaire. Le code promo c'est juste Dessine. L'offre est valable jusqu'au 23 juillet, donc c'est l'occasion si t'as envie de te faire plaisir en t'offrant du dodo de qualité. Les livraisons sont gratuites, mais également les retours. Les retours? Oui, les retours. Parce qu'en fait, t'as 100 nuits d'essai gratuites. Si au bout de 100 nuits t'es pas content de ton matelas, bah tu peux le renvoyer et te faire rembourser intégralement. Bref, merci beaucoup Emma Sleep pour ce partenariat et merci pour mon dos également. N'hésite pas à cliquer sur le lien en description pour profiter des soldes d'été et n'oublie pas qu'avec le code Dessine, tu as 10% de réduction supplémentaire. Merci Emma, on enchaîne sur les travaux. Ça c'est moche. Tu es très moche. On va recouvrir, mais d'abord faut que je mesure pour savoir la taille des pièces pour recouvrir. Je sais, vous avez rien compris, mais dans ma tête c'est très clair. Projet du jour, faire un boîtier joli pour recouvrir ce boîtier moche. Étape 1, on mesure. Retenez les mesures pour moi j'ai pas de bic. 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, on va essayer de mémoriser. 45, c'est 45 cm ça. On retient. 45 sur 9, 9 de profondeur. On retient, 9 de profondeur. 9. Et ça y est, j'ai été distraite par une petite crasse sur le mur et donc tous les chiffres que je viens de te citer se sont évaporés dans le néant de l'oubli. Voilà, voilà. J'ai une petite poussière sur le mur, alors ça me met. Du coup, bah je remesure. 36, 36, 45, 9. 36, 45, 9. Allez, on a retenu. On est capable de retenir 3 chiffres. On peut le faire. Non. Alors j'ai plein de chutes de bois ici. On va voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Hein. Tu te souviens quand je m'étais plantée sur les mesures de certaines planches de l'étagère? Bah elles sont suffisamment grandes pour faire partie de mon coffrage de trucs électriques. Et en plus, en bonus, ça veut dire que ce bout de bois est déjà pensé. Quel bonheur. C'est chouette que la planche soit déjà pensée. Par contre, je vais recouper toutes les zones arrondies parce que ce coup-ci, j'ai besoin d'un bord droit et angulaire. Allez, on coupe tout ça à la bonne mesure et bien sûr que j'ai dû regarder sur la vidéo que j'ai filmée pour me souvenir des mesures. Eh, moi entre temps j'avais une petite crasse évidemment que j'avais tout oublié. Pour l'assemblage, je pars sur de simples clous. Ça va, c'est facile, ça devrait se faire sans difficulté ou du moins sans incident majeur. Ok, j'ai rien dit. Catastrophe! Oui, bon, ça va, je suis fidèle à moi-même, mais bref, est-ce qu'on peut revenir sur les clous? On sort le marteau et... Bref, si j'avais un marteau, je cognerais le jour, tout ça, on passe à la suite. Après un petit ponçage rapide, bah, je vais fabriquer les pièces suivantes, encore avec une chute de bois. Malheureusement, le bois n'est pas le seul truc qui fait de très belles chutes. C'est quoi qui m'est tombé dessus? Je sais pas, mais en tout cas, c'était une sacrée chute. Rapport avec la chute de bois. J'adore rire. La lampe m'est tombée dessus. Ouais, genre la lampe qui était accrochée là-haut. Mais c'est lourd en plus, hein. C'est officiel, je suis incapable de faire un seul épisode sans risquer de mourir au moins une fois. Bon, sinon, une fois que j'ai découpé ma chute de bois en 4 segments, bah il est temps de les fixer. Je fore un petit trou avant de taper mes clous, ça évite que le bois se fende. Et puis ça y est, la structure principale est prête. Du coup, maintenant, on va passer un petit coup de ponçage d'abord à la machine avec un gros grain, et puis on fera une finition à la main avec un grain très fin. Maintenant, je veux fabriquer le cadre de la porte. Pour ça, j'ai coupé toutes les pièces, et maintenant, bah, je vérifie que tout s'ajuste bien. Là, par exemple, c'est un peu trop long, alors je ponce la pièce jusqu'à ce que ça s'emboîte sans aucun souci. Une fois que tout s'ajuste, bah, je colle les pièces ensemble et je les maintiens à leur place avec du scotch le temps que la colle sèche. Et à ce stade, on est déjà quasi sur la dernière étape. La porte sera en toile de jute, alors pour fixer ça, j'ai acheté une agrafeuse faite exprès. Sauf que... j'en ai aucune idée de comment ça marche. Ouais, comme j'y arrive pas, je vais carrément rechercher l'emballage dans la poubelle en espérant y trouver un mode d'emploi. Mais même avec les instructions, à rien à faire, les agrafes rentrent pas. Et encore aujourd'hui, je n'ai aucune idée de pourquoi ces agrafes ne rentraient pas dans l'agrafeuse. J'ai marqué 6 à 14 mm. C'est du 6 mm. Ça devrait être bon, qu'est-ce qui va pas? Non, ça rentre pas, c'est définitivement trop grand. Donc sur l'agrafeuse, ils indiquent que les agrafes doivent faire entre 6 et 14 mm. Mes agrafes font 6 mm, ça devrait aller. Et puis même si c'était cette mesure-là que je devais regarder, ça reste dans la fourchette de 6 à 14 mm, ça devrait rentrer, je ne comprends pas. Bon, je sais pas, vraiment, je comprends pas. J'ai la méga flemme de retourner au magasin, donc je vais faire ça au marteau.
tant pis. Tant de difficultés pour un seul malheureux boîtier. J'espère qu'au moins à la fin il sera joli ce boîtier parce que entre la canette renversée, le lustre qui manque de m'assommer et maintenant le mystère de la graffeuse qui ne voulait pas agrafer, on est mal embarqué hein. Bon, sinon, j'ai fait attention à couper la toile de jute un tout petit peu trop grande, comme ça je peux faire des petits ourlets à chaque extrémité. Pour ça, il suffit de rouler légèrement le tissu sur lui-même avant de le fixer, ça évitera qu'il ne s'effiloche avec le temps. Et puis pour fixer la toile, bah je plante les agrafes au marteau. Écoute, ça marche très bien même. La seule difficulté, c'est que je dois séparer les agrafes les unes des autres avec une petite pince. J'ai vraiment la flemme de retourner au brico pour acheter des agrafes. En plus, je sais même pas quel était le problème, donc ça se trouve, je vais racheter des agrafes et ça n'ira toujours pas. Donc prout, je le fais au marteau. Et finalement, quelques agrafes plus tard, la porte est prête. Maintenant, je dois préparer les charnières. J'aimerais bien qu'elle soit noire comme la poignée de cette porte, comme ça ce sera assorti. Donc un petit coup de bombe et on attend que ça sèche. Pendant ce temps, je vais m'occuper sur d'autres trucs. Donc déjà, je retire la porte du boîtier actuel. Et puis il est temps de réparer une bêtise d'un précédent épisode. Bon, faut que je refasse la connexion de cette lampe. Il va falloir que je décroche toutes mes petites poulies. Et en vrai, c'était pratique hein, cette histoire de poulie parce que maintenant, je peux tout décrocher super facilement. Il me faudrait une table sur laquelle travailler. Je vais prendre l'échelle, ce sera très bien. Allez, on va peut-être couper les fusibles aussi, ce serait une bonne idée. Oui, bonne idée. Bonne idée, fais ça, oui. On vérifie. C'est bon. Ah mais oui, mais si je coupe les fusibles, moi comment je le branche mon poste à souder? Ce qui tombe bien, c'est que j'ai deux boîtes à fusibles, donc les étages du bas sont reliés sur autre chose. Je vais faire ça avec plein de multiprises. Ouais, ou plutôt avec une rallonge, hein, parce qu'enchaîner les multiprises, c'est pas terrible niveau électrique. Donc je branche une rallonge à l'étage d'en dessous qui dépend d'un autre boîtier électrique, et puis on démonte la lampe. Mais alors pourquoi est-ce que je dois démonter cette lampe? Pourquoi j'ai besoin d'un poste à souder? Eh ben sans surprise parce que j'ai encore fait de la merde en branchant ce luminaire. Je m'étais dit bah tranquille, j'ai qu'à entortiller les fils et c'est ok. Quand je testais ça s'allumait et tout. Sauf que parmi vous, il y a plein de gens qui sont bien plus calés que moi en électricité et qui m'ont prévenu dans les commentaires que j'avais fait du caca dangereux. Encore. Et même si je comprends pas vraiment pourquoi ça poserait problème, je préfère vous faire confiance plutôt que de risquer de créer des problèmes électriques chez moi. Donc on va faire comme les gens calés ont dit, on va souder les fils. Sauf que moi j'ai jamais fait de soudure, donc je vais d'abord commencer par faire un test sur une chute de câble. Pour commencer, il va me falloir un fil d'étain et puis de la graisse à souder. D'après les tutos, il faut d'abord tremper les câbles qu'on veut souder dans la graisse, et puis ensuite on les fout l'un en face de l'autre, et puis on fait fondre une goutte d'étain sur les câbles pour les souder ensemble. Finalement c'est assez simple comme principe. Le poste à souder, c'est juste un machin qui chauffe. Avec ça, tu fais fondre l'étain est conducteur d'électricité, et une fois qu'il refroidit, bah il se durcit, et bim, t'as un truc bien solide qui tient tes câbles tout en étant conducteur d'électricité. Maintenant qu'on a pu tester comment ça marche, bah showtime, hein, j'imagine que c'est parti pour de la soudure. Non, je suis con, le manchon. Ah oui, merde, le manchon. Bah du coup je vais devoir recommencer cette soudure, mais avant ça bah il faut enfiler ce truc. Bang, deuxième essai. C'est une gaine thermorétractable. En gros c'est un machin qui est isolant, ça conduit pas l'électricité. L'idée c'est de pouvoir enfiler ça autour du câble au niveau de la soudure pour complètement refermer le fil électrique, qui soit bien isolé et qui ait pas de perte d'électricité. Question sécurité, c'est vraiment important. Je dois les enfiler avant de souder les câbles parce que bah sinon je pourrais plus les enfiler. Bref, on soude les trois câbles un à un. On a un peu chipoté, mais au final c'était pas si difficile que ça. Ensuite, on met les gaines bien en place et puis on les fait chauffer avec un briquet. C'est des manchons thermo-rétractables, donc ils se rétractent avec la température. Ce qui fait qu'une fois chauffés, bah, ils prennent bien la forme du câble et ça isole bien le tout. Et puis ça tient bien en place. On teste que ça marche, et puis y a plus qu'à remonter le tout. Et voilà, un problème résolu grâce à vous. Franchement, merci de m'avoir prévenu que j'avais fait du caca électrique, encore une fois. Mes charnières sont toujours pas sèches, alors je continue de m'occuper en faisant, je sais pas moi, faisons par exemple les joints d'acrylique autour de mes coffrages. Voilà, ça va m'occuper. Je mets de l'acrylique au pistolet, et puis je lisse avec mon doigt. Ça permet de combler les quelques petits creux entre le mur et le coffrage, et quand on pourra peindre cette cage d'escalier, ce sera clean de chez clean. Genre, regarde-moi ça comme ça rend la jonction entre le mur et le coffrage bien smooth. Je fais pareil sur le deuxième coffrage, le plus petit, et puis rien à voir, mais j'ai vu qu'on avait oublié une fissure ici. Ça me dérange. Je peux pas continuer ma journée en sachant qu'il y a une fissure laide dans ma belle cage d'escalier. Ça c'est non. Alors je remonte l'échafaudage des enfers, je charge une spatule de plâtre, je la prends entre mes dents telle une pirate des chantiers, et c'est parti, je monte réparer ça. Tant que l'échafaudage est monté, j'en profite pour aller faire des joints d'acrylique sur le haut du coffrage. Je déteste toujours autant cette configuration. On se rend pas compte vu d'ici, mais peut-être que vu d'ici, tu comprendras pourquoi ça fait peur. Terrifiant. Transition cheminée, ça vous dit on termine enfin la rénovation de cette cheminée? Pour commencer, je vais tenter de redonner un coup de propre aux barreaux qui sont vieux et rouillés. Je commence par gratter la croûte de rouille avec une brosse en fer connectée à une perceuse, et franchement ça marche du tonnerre hein, cette méthode. Le seul point négatif de cette technique, c'est que la perceuse fait peur à Pipoune. Mais bon, à la fin mes barreaux me semblent déjà bien dérouillés. Malgré ça, j'ai acheté un produit anti-rouille, on va essayer de dérouiller tout ça. En vrai je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça vu que ma méthode avec la perceuse à brosse avait super bien marché, mais bon, écoute,
On va quand même tester, laissons une chance à ce produit. On frotte bien, et puis le temps de laisser le produit agir, je vais poncer le coffrage de mes toilettes. C'est pas tout ça, mais le plombier arrive demain pour enfin poser les WC, donc il faut qu'on avance. Maintenant que le produit a bien eu le temps d'agir, je vais nettoyer les barreaux à l'eau claire. Est-ce que ce produit en valait la peine ? Ouais, je suis pas sûre de voir une différence. Le résultat avec la brosse en métal était déjà très bien en vrai. Pour la suite, je protège les barreaux, et puis regarde, j'ai enfin reçu mes beaux carrelages. Je déballe tous les paquets pour les mélanger. On conseille de faire comme ça, de bien mélanger les carrelages pour éviter les motifs qui se répètent. Et puis maintenant, je tartine la cheminée de Beto Contact. C'est un produit d'accroche, en gros c'est un mélange de sable et de colle super forte. Ça va créer une surface bien rugueuse sur laquelle ma colle à carrelage pourra bien adhérer. J'essaye d'être super généreuse, je repasse même 2 couches par endroit. De toute façon, j'avais acheté un énorme seau de Beto Contact il y a des mois. J'avais mal jaugé la quantité dont j'aurais besoin pour mes travaux et malgré que je m'en serve souvent, je suis toujours même pas à la moitié du pot. Donc niveau quantité, avec ce seau, je suis large. Et ça y est, on les avait un petit peu oubliés, mais mes charnières sont enfin prêtes. Je vais pouvoir terminer ce coffrage. Ça va, Pipou? Viens dire bonjour à la caméra. Je vais pouvoir visser les charnières et enfin vérifier si ce coffrage s'emboîte correctement autour du boîtier électrique. Mon petit cœur, je vais faire du bruit. Tu es prêt? Attention. Je perce là où je compte visser mes charnières et puis je les fixe avec des vis d'expansion empruntées à ma tante. Non, blague à part, c'était les vis de l'appui de fenêtre et je trouve leur look parfait pour mon coffrage. Je marque les zones où percer, je perce, je visse et puis j'ai juste un tout petit souci. Avec l'épaisseur ajoutée de la charnière, ma porte ne se ferme plus correctement, mais c'est pas grave, il suffit de poncer un petit peu la tranche pour que ça ferme à nouveau sans problème. Bon alors maintenant, ça va être l'instant de vérité. Si j'ai bien géré mes mesures et que c'est bien ajusté, ça va tenir tout seul. J'espère. Que je n'ai vraiment aucune idée de comment je peux fixer ça au mur si ça tient pas tout seul. Allez, plus que quelques millimètres, on tape dans les coins pour bien enfoncer le truc. Mais ça tient tout seul! J'ai géré mes mesures. Avouez, c'est quand même vachement moins moche que le boîtier en plastique gris. J'adore les matériaux que j'ai choisis, c'est le même bois que l'encadrement de porte et que l'étagère suspendue. Les charnières sont assorties à la poignée de la porte. Je trouve que les vis bombées comme ça donne un petit côté ancien. J'adore. Pendant ce temps, le Beto Contact a eu le temps de sécher et donc on va enfin pouvoir carreler. Bon, je dis ça avec de la joie, mais en fait, j'ai jamais fait ça. Je commence par repérer le milieu de la cheminée pour aligner les carrelages avec cette ligne. On dirait que c'est bien le milieu. Je suis un peu perdue, moi j'ai jamais fait ça. On va commencer par faire une colonne centrale ici, puis on fera les côtés, et puis on improvisera. Alors, qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Mortier colle éco-compatible à très faible teneur en adjuvant chimique. Waouh, c'est à très faible teneur en adjuvant chimique. Ça me fait une belle jambe. Et excusez-moi, mais on n'aurait pas oublié un truc? Il est où le plombier qui devait venir? Je ne toujours pas, hein, ça m'embête un peu. À ton avis, il viendra pas aujourd'hui? Allez, on fait un quiz. À votre avis, mon plombier va... Petit A, arriver avec 2 heures de retard. Petit B, appeler pour s'excuser car il ne peut pas venir. Ou petit C, disparaître dans la nature à tout jamais me laissant avec une toilette à moitié construite et aucune explication. Oh, je vais laisser encore un petit peu de suspense, hein, je vous donne la réponse plus tard. D'ici là, revenons sur le mode d'emploi de ma colle à carrelage. Je comprends bien le mode d'emploi. Mode d'emploi, 2 points. Eau de gâchage, en parenthèse, EN, 12004-2, parenthèse, non, paragraphe, 6 parenthèse, le signe plus ou moins, 26%-31% en poids. T'as-tu compris quelque chose? Parce que moi j'ai rien compris. Bon, on va faire un mélange au pif, écoute. Oui, bon, écoutez, j'ai déjà fait plein de fois des mélanges au pif, suffit de rajouter de l'eau lentement jusqu'à être satisfait de la texture. Et si c'est trop liquide, je rajouterai de la poudre et basta. La colle est prête, commençons. Je sens que je vais bien m'en sortir. Non, rien, j'ai rien dit. On commence super bien là déjà, c'est pas du tout le cas. Hein. En vrai, dans la théorie, carreler c'est simple. Tu tartines de colle, tu fais des rainures dans la colle avec un machin qui a des dents, tu colles ton carrelage et puis tu tapotes pour bien caler le carrelage dans la colle. Alors ensuite... Là où ça se complique, c'est pour couper certains carrelages au bon format. J'ai acheté un découpe carrelage, mais déjà ça commence bien, j'ai pas de mode d'emploi. Pas de mode d'emploi maintenant? Du coup, on a regardé un tuto en ligne. Ah, et je coupe le son parce que le son de ce truc est horrible. Fait chier, pourquoi à chaque fois ça... Ça explose mes carrelages. Je demande à Jimmy d'essayer, mais sur cette étape, c'est galère. On n'arrête pas d'en casser. J'ai beau faire 36 000 passages avec la lame, au moment de péter le carrelage, il explose à chaque fois. The fuck? Bien relou là un peu. Tentative numéro je sais pas trop combien. Je continue d'essayer, mais il faudrait pas que je pète tous mes carrelages. J'en ai acheté trop au cas où, mais j'en ai pas non plus une quantité infinie. J'arrive à rien, c'est de pire en pire, je les pète tous en 1000 morceaux. Du coup, on re-regarde le tuto. À l'extrémité du carreau. Et puis Jimmy réessaye, il casse un carrelage, 2 carrelages, 3 carrelages, jusqu'à ce que...
Génial, merci. Alors je sais pas très bien ce qui fait qu'il a fini par y arriver, c'est sûrement une combinaison de plein de trucs. Il arrive peut-être à appliquer une force mieux répartie quand il découpe le carrelage, il a placé la machine autrement et ça joue peut-être. Bref, puisque Jimmy y arrive enfin, eh bah au travail Jimmy, je réquisitionne tes bras pour m'aider avec ce carrelage. Normalement je suis le genre de têtu qui veut absolument réussir à faire les choses elle-même, mais là j'ai pas une quantité infinie de carrelage et je peux pas me permettre de m'entêter et de continuer à tous les casser jusqu'à y arriver. Je m'entraînerai à casser des carrelages une autre fois sur des carrelages un peu moins chers et que j'ai pas dû attendre aussi longtemps. Et d'ici là, bah merci Jimmy, tu as peut-être sauvé le carrelage de cette cheminée. On travaille à la chaîne, lui il coupe les carrelages et moi je m'occupe d'étaler la colle, de tapoter les carrelages et de mettre les croisillons entre les carrelages. Et je sais que c'est le genre de scène que j'aurais dû couper au montage pour préserver mon amour propre, mais je trouve ça drôle, alors admirez-moi ce glamour. Merci le pollen. Et puis le lendemain, bah, je peux retirer les croisillons. En gros, ces petites croix servent à bien caler les carrelages tous à la même distance. Ça permet d'avoir des joints de la même épaisseur partout. Ah oui, et pour ceux qui se demandent, oui on est le lendemain, et non, le plombier n'est pas venu hier. Voilà, t'as le résultat du quiz. Je vais essayer de le rappeler pour savoir quoi, mais en attendant, finissons au moins le carrelage de la cheminée. Ah, c'est là que le soleil tape sur le Vélux du voisin. Ah, Ça avance super bien, mais en toute honnêteté, à ce stade, j'ai un peu peur du résultat. La tranche est trop visible à mon goût et on voit vraiment toutes les imperfections de notre pose de carrelage. Tout n'est pas parfaitement droit. Mais bon, écoutez, on verra bien que ça donne avec les joints, peut-être que ça va sauver le résultat. D'ailleurs à ce sujet, j'arrivais pas à me décider sur la couleur, alors j'ai fait un petit sondage en story, et vous avez choisi le joint noir. Du coup maintenant si c'est moche à la fin, je pourrais dire que c'est entièrement votre faute. On fait un mélange au pif, et c'est parti. on va tester ça. Testons. Pour cette étape, je dois remplir toutes les fentes entre les carrelages avec la pâte à joint. Évidemment, il y a forcément de la pâte sur les carrelages, mais t'inquiète, c'est normal à ce stade. En gros, quand la pâte commence à sécher sur le carrelage, elle change de couleur, et c'est là que je sais que c'est le bon moment pour essuyer l'excédent. Et pourquoi acheter un chiffon quand on peut faire ça avec un vieux slip troué? Ah oui, désolé Jimmy, ce slip m'appartient désormais. Non, vraie astuce, ne jetez pas vos vieux slips. Le tissu de ce truc en fait un super chiffon. Non, je vous jure, par exemple, pour nettoyer les vitres, c'est top des vieux calbars, c'est un tissu super doux. En plus, avec l'usure des années d'utilisation, c'est parfait. Bref, je frotte mes carrelages à sec. Le plus important pour cette étape, c'est de suffisamment attendre que la pâte ait séché. En gros, le chiffon marche super bien là où c'est déjà bien sec, mais là où c'est pas tout à fait sec, bah ça a tendance à déchausser les joints tout frais. Alors autre chose, dans un tuto, j'ai vu que certaines personnes aiment lisser leurs joints avec une éponge humide, mais après avoir testé, perso, j'aime pas. Je trouve que ça creuse trop le joint, donc finalement, on fera sans éponge. Maintenant, c'est suffisamment sec, donc je peux enfin frotter pour de bon. Ouais, au démarrage, j'ai un peu tâtonné, j'ai testé des trucs pour voir ce qui me convenait, mais maintenant que j'ai compris le truc, ça va aller tout seul. Pour lisser les joints, au final, je préfère le faire au doigt. Comme ça, avec le toucher, bah, je peux mieux gérer la pression que j'applique. Si je sens que le joint est encore trop humide, bah, je le laisse sécher plus longtemps. Par contre, si je tombe sur un joint qui a trop séché, pas de souci, suffit juste de tremper mon doigt dans de l'eau et de frotter avec un peu plus d'insistance pour amollir un peu la couche que je veux lisser. Quand je suis à court de pâte à joint, bah j'en refais. Bon allez, deuxième round. Je l'ai un peu trop liquide cette fois. Pas de problème, il y a qu'à remettre un petit peu de poudre et touiller, et quand j'ai la bonne texture, bah c'est parti. Bon, je vais pas vous mentir, cette tâche m'a quand même pris toute la journée. Et en plus, c'est une tâche extrêmement dangereuse. Regardez, je me suis fait un petit bobo. Ouh, c'est terrible. Le truc, c'est que ma pâte à joint, elle est en train de sécher, donc tant pis, le bobo attendra, on fera ça plus tard. Sauf que si c'est pour étaler du sang dans mes joints, c'est pas pratique, donc j'appelle de la rescousse. Mon cœur, j'ai besoin de quelqu'un avec des mains propres pour me soigner une coupure. Oh, j'ai pas encore mal. Du coup, Jimmy va me chercher de l'essuie-tout. Après qu'un bout de scotch, ce serait très bien. Il n'y a pas de scotch ici. Je pense que sopalin scotch, ce sera encore le meilleur mélange pour les travaux. Je pense que tu saurais me faire un sarcophage de petits doigts. On a des sparadraps à la maison, hein. C'est juste que je préfère le combo sopalin scotch. Avec le sopalin, je peux faire autant d'épaisseur que je veux et donc amortir les chocs éventuels, ce qui fait que j'ai pas mal. Et le scotch c'est imperméable, donc je peux continuer d'utiliser mon doigt et de le mouiller sans souci, sans que ça décolle le pansement de fortune. Non, vraiment, sopalin scotch, meilleur combo pour soigner un bobo tout en étant capable de continuer à travailler avec ce doigt. Sopalin scotch, Le pansement des héros. Je suis en train de me rendre compte que pour toujours, il y aura de l'ADN de Jimmy dans cette cheminée. Voilà, c'était l'anecdote du jour. passionnant. Astuce suivante, quand ça a vraiment trop séché, bah faut pas hésiter à réhumidifier le tout avec une éponge. Pour terminer, il me reste à faire les jonctions entre le carrelage et le manteau de la cheminée. Et une fois que c'est sec, tada! Je suis super contente. J'ai bien fait de vous écouter et de faire les joints en noir. Alors tout n'est pas parfaitement droit, mais en fait ça me dérange pas. Comme c'est une vieille cheminée et que l'ambiance de la pièce est plutôt rustique, bah je trouve que ça donne un tout qui est très cohérent. Je vais peut-être encore un peu travailler dessus, notamment bah peut-être restaurer un petit peu les pierres du bas de la cheminée et peut-être éventuellement reteindre les joints de la cheminée parce qu'ils sont
sont gris et ce serait plus cohérent s'ils étaient noirs. Et d'un côté, j'ai très envie de faire ça maintenant pour terminer cette cheminée une bonne fois pour toutes, mais de l'autre, il commence à faire beau, alors... Changement total de sujet, dans la toute première vidéo de cette série, je vous disais... Si j'ai acheté cette maison, c'est en grande partie pour tenir une promesse que j'ai faite à Pipoun il y a des années, et il est grand temps que je la tienne, il faut pas qu'il soit vieux avant que je tienne mes promesses. J'ai promis à Pipoun qu'un jour, il aurait un espace extérieur. Voilà, c'est moche. C'est moche et c'est pas sécurisé pour Pipoun. Le mur du fond s'écroule complètement, il y a un tas de déchets, plein de clous dangereux qui traînent. Bref, maintenant que le soleil est de retour, on va arranger la cour pour que Pipoun puisse enfin découvrir le monde de dehors. On commence par dégager les déchets. Salut l'escargot. Voilà, on se décolle. Et nous allons vivre notre petite vie tranquillement ici. Moi j'aime bien les escargots. Quand j'étais en primaire, j'ai fait un exposé de classe sur les escargots, je veux pas les tuer. Encore une petite escargotte. J'aime moins les limaces, mais je veux pas leur faire de mal pour autant. Est-ce qu'une limace? Viens là, ma copine. On va jouer avec les escargots. Je suis à ligne du montage et je viens de découvrir un truc affreux. Je sais pas si je pourrais me le pardonner un jour. Donc la limace que je viens de sauver, entre gros guillemets, bah à la base elle venait de sous cette plaque. Regardez, elle est juste là. Sauf que moi, à ce moment-là, je l'ai pas encore vue. Et non, je suis désolée, la limace. Pardonne-moi, j'espère que tu vas bien. En vrai, c'est pas mal d'avoir laissé les briques sous la pluie pendant un moment parce que ça a ramolli tout le mortier qui était dessus. Je sais pas si tu te souviens, mais on avait trouvé un tas de briques sous le plancher l'été dernier. Du coup, on les avait stockées dans la cour. Je me disais que je pourrais réparer le mur du fond avec ces briques, sauf que maintenant, bah, il reste à virer le mortier qui restait sur ces briques. Comme il a eu le temps de prendre la pluie pendant un hiver entier, tout est ramolli et il suffit de taper un petit peu pour le décrocher des briques. Ou alors je peux les jeter par terre, ça marche aussi. Oh non, pardon, petit cloporte. Oh, ça va, t'as survécu. Par contre, va-t'en, t'es dans une zone dangereuse là. J'ai essayé au max de pas tuer d'insectes dans le processus, mais il y avait beaucoup d'habitants dans ce tas de briques, c'était pas évident de tous les esquiver. Allez, va-t'en, petit brique, j'ai pas envie que tu meurs. Hop là, on s'en va, merci. Bref, une journée à claquer des briques. Pendant ce temps, dans l'arrière-plan, Jenny a commencé à gratter les joints pourris du mur de l'autre côté. Allez, petit escargot, va vivre ta vie tranquillement là-bas. Je vous laisse encore 2 secondes avec mon montage de claquage de briques parce que je trouve ça super rigolo, on dirait qu'elle sautille. Je ramasse la poudre de vieux mortier, faudra que je la jette. Et puis dans mon tas de briques, j'avais aussi des gros morceaux, je sais pas encore trop ce que je vais en faire. Mais sinon, pour revenir là-dessus, en fait, on doit gratter les joints de la façade, les joints entre les briques, parce qu'on a eu des soucis d'étanchéité et il faut absolument qu'on rejointoie ce mur. Alors j'aime beaucoup le mot rejointoyer, on dirait un truc tout droit sorti du Moyen-Âge, mais en gros ça veut dire arracher les anciens joints entre les briques et en mettre des nouveaux. Et puis il faut aussi absolument qu'on bouche les trous là où il manque des briques, oui parce qu'il manque des briques à plusieurs endroits dans les murs de la cour. On va en reparler de ces briques manquantes, on va en reparler plus tard, c'est promis. Tiens, là par exemple, il manque une brique encore. Et bonjour les escargots! Alors les problèmes d'humidité c'était dans ce petit coin, je vous avais déjà raconté, mais en résumé, ici avant il y avait une toilette ou une douche, je sais plus trop, c'est pas très important. Et juste avant de vendre la maison, les anciens occupants l'ont abattu, mais de toute évidence ils n'ont rien prévu pour l'étanchéité après avoir démoli cette annexe. Et le truc c'est qu'ils ont laissé des trous là où il y avait les poutres. Et ces trous ont laissé l'eau s'infiltrer. Résultat, la voisine a eu de l'humidité dans son salon qui est de l'autre côté de ce mur. On avait trouvé une solution temporaire avec une bâche en attendant l'été, mais maintenant qu'il fait beau, bah résoudre ce problème devient la priorité numéro 1. Pour me donner du cœur à l'ouvrage, bah je bois du gazpacho, ou comme dirait mon père, du gaz froid. J'adore rire. La première étape de ce sauvetage de mur, bah, c'est gratter tout ce qui est pourri. La vieille peinture qui s'écaille, le revêtement de l'ancienne toilette, tous les joints qui ne tiennent plus très bien entre les briques. Et en fait, on se rend vite compte que le souci ne se limite pas à ce petit coin. On va devoir rénover l'entièreté du mur. On constate que la peinture ne tient plus du tout, elle a l'air d'avoir vraiment souffert au fil des années, et elle a vraiment plus l'air de protéger le mur. Pourtant, on voit bien qu'il y a eu des couches et des couches de peinture imperméabilisante sur ce mur au cours des décennies. Je le rappelle, cette maison, elle a plus de 150 ans, donc des couches de peinture, il y en a. Il y a plein de gens qui ont vécu ici avant moi, et on dirait bien que tous ces gens ont régulièrement pensé à remettre une couche d'imperméabilisant. Et en vrai, ça aurait pu être une excellente chose, hein, si la maison n'avait pas 150 ans. Et oui, c'est un détail qui a toute son importance. Un autre détail important, c'est les très nombreuses fissures et craquelures sur chaque couche de peinture. La peinture imperméable, c'est pas supposé craqueler à ce point. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est prêt à dire adieu à cette merveilleuse œuvre d'art? Faut pas le prendre en photo là. Ah, c'est vrai que c'est beau hein, quand même, ça ajoute une sacrée plus-value à la maison. Trop tard, j'ai brisé l'œuvre. Bon, je disais donc, qu'est-ce qui se passe avec ce mur? En fait, en grattant la peinture, on découvre que les joints de la maison sont faits avec un mortier de chaux. Jadis, à l'époque, c'est ça qu'on utilisait le plus souvent pour faire des maisons. Et ça change tout. Parce que la chaux, c'est imperméable à l'eau qui ruisselle, mais ça laisse passer la vapeur d'eau.
C'est pour ça qu'on dit que la chaux laisse respirer le mur. Dès qu'il y a un peu d'humidité, le mur il transpire et magie, plus d'humidité dans le mur, c'est génial. Ce matériau il est super, sauf que si on met un truc imperméable dessus, comme par exemple de la peinture imperméable, toute la vapeur d'eau elle reste coincée dans le mur. Et en quelques décennies, ça déchausse les briques, ça craquelle la peinture et ça fait que du caca. Derrière c'est du sable. Oui, mais justement, C'est-à-dire que les joints ne tiennent plus du tout. Ben oui, l'humidité coincée dans ce mur depuis des années a réduit en poussière les joints du mur à plein d'endroits. Et en réalité, ça pourrait me saouler de rénover ce mur, mais en fait, c'est vraiment hyper satisfaisant à faire. Je pourrais faire ça toute la journée. Non, vraiment, regardez-moi ça, genre. Oh, dites-moi que ça vous satisfait pas. Oh! Non, je suis désolée, c'est trop bien. Fin du premier jour de rénovation de la cour, et on attaque déjà le deuxième jour. Malheureusement, je vais devoir finir de gratter le mur toute seule parce que Ginny s'est fait mal au dos. Ah, je sais pas si tu le reconnais, mais l'échafaudage qui est là, c'est celui qu'on cale parfois dans l'escalier. Il est modulable dans plein de positions, et en vrai, c'est plutôt pratique. En grattant la peinture, je finis par déterrer cette charmante petite niche. Elle existait déjà, mais elle avait perdu tout le dessin des briques sous les tonnes de peinture. Tiens, regarde, quand j'ai acheté la maison, ça ressemblait à ça. Ensuite, sur ma liste, il y a le mur de la cuisine. Ici, on est sur autre chose. Ce mur a l'air d'avoir beaucoup moins souffert dans le temps. En même temps, cette partie de la maison est plus récente, c'est une annexe qui a été construite plus tard. Et ici, du coup, c'est presque impossible de gratter jusqu'à la brique. La première couche de peinture tient vraiment trop bien, mais je veux au moins gratter toutes les couches supérieures pour récupérer au max le dessin des briques. Il y a que sur le bas du mur que j'arrive à tout gratter, et c'est super parce que je constate que les joints de cette façade sont en parfait état. Autre scoop, les briques de ce mur sont très laides. Vous êtes laide. Donc ce mur sera peint. A priori, ce sera pas en blanc, mais comme je suis pas encore trop sûre de la couleur, je préfère ne rien dire. Tant que j'y suis, je dégage tous les clous et crochets dans la façade, ça sert à rien, donc ça dégage. Et ben voilà. Tiens. Le lendemain... C'est fou comme c'est moins motivant de travailler dehors quand il pleut. Bon, c'est moins motivant, mais tant qu'il drache pas des seaux d'eau, c'est pas une petite pluie fine qui va m'arrêter. En même temps, avec la météo belge, j'ai intérêt à être résistante à la pluie si je veux que ça avance. Par endroit, je dois avancer centimètre par centimètre. Il y a plein d'endroits où le revêtement tient super bien. Et dans ces cas-là, marteau et spatule. Et patience. Surtout patience. Je gratte au max chaque joint, je veux être sûre qu'aucun d'entre eux ne se décroche sur mon passage, il faut s'assurer que tout tient bien. Et oui, sur ce mur-ci, je te confirme que tous les joints tiennent nickel. Ah, sinon la plaque jaune là-bas que tu vois, là où il y avait l'ancienne toilette, c'est une plaque de béton solide sa race. On voit pas trop comment la retirer sans prendre le moindre risque pour le mur, parce qu'en fait les briques c'est beaucoup moins solide que le béton, et on risque surtout de casser les briques en voulant retirer cette plaque. C'est chiant, mais pour l'instant on sait pas trop quoi faire. L'après-midi il commence à bien pleuvoir, mais je suis têtue. Je veux finir ce que j'ai commencé, donc je tiens bon, même si vu d'ici, ça fait presque de la peine. Allez bon, au bout d'un moment je suis trempée, je suis fatiguée, j'en ai marre, alors je rentre, et là... C'est une blague. Il est 17h, ça fait genre 6 heures que je gratte de la peinture sous la pluie et j'en ai marre donc je vais mettre des vêtements secs et j'arrête pour aujourd'hui. Et évidemment, c'est à ce moment-là qu'il commence à faire beau. J'ai passé ma journée sous la pluie, à la seconde où je rentre il fait beau, c'est une blague. Heureusement, le lendemain, non seulement il pleut plus, mais en plus Jimmy n'a plus mal au dos, youpi. Pendant que je finis de gratter le mur de la cuisine, il va pouvoir commencer à disquer les joints sur l'autre mur. J'ai acheté une meuleuse, en fait c'est un outil qui permet de creuser les joints sur un peu plus de profondeur. Comme ça, on peut remplacer les joints en profondeur. Désolé, j'ai pas de synonyme. Autre point, moi il faut que je m'occupe de ce mur qui s'effondre. Le mortier de ce mur s'est complètement changé en terre et en poussière, il faut que je retire tout ça. Et en retirant la poussière de vieux joints, je me rends compte que les dégâts sont bien plus profonds que j'en avais l'impression. Il y a beaucoup de briques qui ne tiennent plus du tout. Il faut que je les retire. Et si tout ça, ça tient plus? Ouh, une grosse araignée, elle est vraiment très laide. Vous êtes laide. Oh, de la preuve, il pote, mon dieu, que ça grouille. Allez-vous-en, je veux pas vous faire de mal, mais vous êtes vraiment pas jolie. Regarde comme j'arrive à retirer cette brique sans aucun effort. À ce stade, elle était juste déposée dans de la poussière, elle était fixée à rien du tout. Après ça, on a droit à la traditionnelle chute de téléphone. Un classique. Pendant que Jimmy continue de disquer les joints, moi il me reste encore une petite zone de peinture à gratter, mais au bout d'un moment les branches de cette plante m'empêchent vraiment d'accéder au mur comme je veux. Un petit brushing pour l'arbre des voisins, et puis je peux finir. Et je reviens là-dessus, mais quand je te dis qu'il y a des couches, et des couches, et des couches de peinture, voilà. Il y a littéralement une croûte d'1 centimètre d'épaisseur sur le mur. À la fin, voilà tous les débris qu'on a pu gratter du mur. Voilà tout ça, là, tout le volume que tu vois, c'était sur mon mur. Mais hors de question de se plaindre parce que rappelons-nous pourquoi je le fais pour lui. Et pour lui, rien n'est trop relou. On enchaîne sur ceci, je n'ai pas la moindre idée de ce que ça fout là, mais ça, c'est un morceau de bois. Un morceau de bois qui a passé plus d'1 siècle coincé entre l'humidité du mur et la peinture imperméable. Bonjour la poutre toute pourrie, bonjour.
Bon, bien sûr, faut que je dégage ce truc, mais bonne nouvelle, tout ça était tellement humide et moisi, c'était super facile à retirer. Maintenant, j'aimerais bien arracher cette espèce de rigole de mortier qui repoussait l'humidité du mur vers les carrelages du sol. L'idée était bonne, hein, j'en referai un, c'est juste que cet ancien joint est trop en mauvais état. Bonjour les fourmis, bonjour. Je ne vous veux aucun mal, désolé, je refais juste la façade de votre maison, c'est tout. D'ailleurs, ce carrelage aussi, hein, il va dégager. Il est vieux, défoncé et pas pratique. Avec toutes ces aspérités, il prend toute la saleté, c'est un enfer. Je sais juste pas encore trop ce que je veux au sol, donc tant que je suis pas décidée, bah je me précipite pas. Et dis bonjour à la caméra, Jimmy, et vous tous là de l'autre côté de l'écran, n'hésitez pas à dire bonjour à notre swag légendaire fashion. Une journée de travaux en plus, mais en vérité aujourd'hui est un grand jour. Mon plombier a définitivement disparu, c'est pas faute de l'avoir relancé de nombreuses fois. À ce stade je crois que le gars pourrait limite m'accuser de harcèlement. Bref, je disais qu'aujourd'hui est un grand jour parce que j'ai trouvé un autre plombier chauffagiste. Il va venir m'installer mes toilettes, il y aura aucun problème, il va me faire ça en 4 minutes, ça va être génial. C'est beau de rêver. Petite rétrospective. Il y a plusieurs mois, en janvier, j'avais donné une liste de toilettes qui me plaisait à mon plombier. Suite à ça, il était venu installer le bâti des toilettes. Sur le bâti, t'as des trous ici et des trous ici. C'est dans ces trous qu'on met les tiges métalliques qui vont tenir les toilettes. Bref, moi je le laisse faire son taf, il sait ce qu'il a à faire, il sait quel modèle de toilette je veux, il va forcément monter le bâti correctement en fonction de ses toilettes. Il fixe les attaches dans les trous les plus espacés, ceux espacés de 22 cm. Il me dit qu'il reviendra quand j'aurai refermé le coffrage, du coup moi je fais mon coffrage en fonction des attaches qu'il a prévues, et puis je l'appelle, j'ai jamais de réponse, on en était là dans l'histoire. Les semaines passent, j'ai pas de nouvelles de lui, alors je contacte un autre plombier. Cet autre plombier me dit bah cool, j'arrive demain, d'ici là achetez déjà la cuvette comme ça on gagne du temps. Je vais donc au magasin de toilettes, et là... Je viens d'aller au magasin de toilettes pour acheter une toilette, alors ils m'ont demandé les mesures de la fixation de mes toilettes, je leur ai donné les mesures de la fixation de mes toilettes, et là, oh surprise! C'est le genre de fixation qu'on ne fait plus depuis des années. On ne vend plus des toilettes comme ça. Pour résumer, mon plombier m'a fixé les attaches dans le mauvais trou, et moi j'ai fabriqué mon coffrage en fonction de ces mauvais trous. Chouette. Bon, je te le dis tout de suite, c'est hors de question que je démonte tout pour recommencer. De toute façon, j'ai pas le temps, le plombier arrive, il faut absolument trouver une solution là, maintenant, tout de suite. Du coup, on va tenter un truc. Je mesure pour trouver le milieu entre les deux attaches, et puis en partant du milieu, bah, je mesure pour estimer où sont les trous qui sont prévus pour les attaches de 18 cm. Les autres attaches, quoi. En toute logique, les bons trous devraient être ici. Alors je perce, j'y vais doucement, hein, je veux pas abîmer le bâti derrière. Et puis je dévisse l'attache et ouf, merveilleux, ça c'est une bonne nouvelle, je suis bien en face de l'encoche pour remettre l'attache dans le nouveau trou. Pour le deuxième côté, j'étais pas bien pile en face, donc j'ai dû chipoter un peu, et puis on dirait bien que le problème est résolu. Il reste plus maintenant qu'à croiser les doigts pour que la cuvette couvre bien les anciens trous. Et il était temps parce que le plombier vient d'arriver, et du coup pour faire les travaux, il a dû couper l'eau dans toute la maison. Alors, déjà on doit faire la vaisselle à l'eau en bouteille parce qu'on est en train de faire des travaux de plomberie. Car t'as acheté de l'eau pétillante. Oui, regarde. Qui fait la vaisselle à l'eau pétillante? Eh bien, ça décrasse. Bon, cuire des pâtes à l'eau pétillante, c'était un grand moment, mais pour revenir sur les travaux, pendant que le plombier travaille, nous, on continue d'avancer. Sur ce mur, il y a quelques joints fissurés, alors on les retire avec la meuleuse. Je dois aussi continuer de nettoyer le muret du fond pour bien le réparer en profondeur. Et pendant qu'on avançait, regardez ce qui est enfin là! Regardez-moi ce design, elle lévite dans les airs, c'est magique! La planche se referme sans claquer avec fracas, elle est belle, elle est propre, et puis surtout... Le fait que je doive plus courir au 4e étage à chaque fois que je dois faire pipi. Oh, quel bonheur d'avoir des toilettes ici, c'est génial. Allez, ça c'est fait. Une fois qu'on a fini de bien gratter les murs, bah, je prépare le Karcher pour un dernier passage. Sauf que bah flûte, mon tuyau est pas compatible avec le robinet de jardin. Écoute, c'est pas grave, on va tenter un truc à la débrouille. Soyons débrouillardes comme maman nous l'a appris. Moi j'y crois. Ouais bah Believ croire en ses rêves, hein, j'y croyais mais maintenant j'y crois plus du tout. J'irai acheter un tuyau demain. D'ici là, je vais plutôt m'occuper du mur et du fond. J'arrive toujours pas à évaluer jusqu'où il faut que je le démonte pour bien le réparer. En fait j'ai l'impression que toutes les briques bougent. Il y a plus du tout de mortier dans ce mur, il y a plus que de la poussière et de la terre. Et de la pisse de chat. Oui, parce que je sais pas pourquoi, mais en fait, on voit régulièrement des chats du quartier venir pisser sur le muret. Non, pas genre pisser contre en levant la patte, non, non, pisser sur le muret. J'ai pas compris, mais ça explique probablement en partie pourquoi ce mur est en si mauvais état. Du coup, je me dis que je ferais mieux de carrément retirer toutes les briques qui ne sont plus totalement fixées dans le mortier. Sauf que j'en enlève une, et puis deux, et puis trois, et puis je gratte des kilos de terre, il y a plus 1 gramme de mortier là-dedans. Et là où j'ai vu des chats faire pipi, bah en fait, plus je retire de briques, moins il y a de briques. À la place, il y a des morceaux de briques. Ou par endroit, carrément de la poussière de briques. Je sais pas si c'est l'acidité de la pisse de chat ou juste la pluie, mais ici les briques sont carrément désintégrées. Elles tombent en miettes quand je les prends en main. Et au final, moi qui pensais retirer genre 3-4 briques un peu mal fixées,
bah je me retrouve à démonter le mur sur quasi 1 mètre de hauteur. À ce stade, la cour ressemble à ça, alors il faut encore beaucoup d'imagination pour voir le potentiel, mais ce qui tombe bien, c'est que j'ai beaucoup d'imagination. Et j'ai aussi un tuyau compatible avec mon robinet, alors c'est parti pour le Karcher. Bon, encore une fois, je vous ai fait un cadrage hyper pourri, désolé. D'ailleurs, là, c'est le moment où je me rends compte que mon cadrage pue le pâté. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, ce passage au Karcher, il a 2 utilités. Déjà, proprer encore un peu plus les joints pour pouvoir bien les remplacer, mais aussi détremper le mur. En fait, c'est conseillé pour rejointoyer avec un mortier à la chaux. Je sais pas pourquoi, hein. Moi j'ai juste écouté un tuto au pif et le tuto disait de mouiller les murs. Alors moi, je mouille les murs. Le tuto disait aussi de porter des gants parce que la chaux, ça irrite la peau, mais moi, ce qui m'irrite encore plus, c'est de pas pouvoir utiliser mes mains librement. Alors je vais vite laisser tomber les gants, tant pis, au pire je mettrai de la crème. Une fois que le mélange est prêt, bah on bourre simplement les fentes avec le mélange. Pour ça, on a des spatules assez fines et on s'en sert pour pousser le mortier à la chaux bien profond dans les fentes et les remplir complètement. Remplir les joints, c'est l'étape 1, mais après ça, bah il y a une étape 2 qui est importante pour le rendu visuel. Pour cette étape, il faut qu'on attende que le mortier à la chaux est légèrement séché, mais pas trop. Pour le temps de séchage, bah ça dépend vraiment de la météo, mais ce jour-là il faisait beau, donc en 2-3 heures, c'était prêt à être gratté. En gros, l'idée, ça va être de gratter l'excédent de pâte, tout ce qui dépasse sur les briques. Alors cette étape elle est purement esthétique et si tu préfères des gros joints qui débordent sur des briques, bah tu peux aussi laisser comme ça. Finalement je me rends compte que la brosse en métal est super comme outil pour cette étape. Ça me fait gagner pas mal de temps et en fait c'est un peu comme brosser les dents de ma façade. Et puis tant que j'ai du mortier frais, bah je vais en profiter pour remettre des briques là où il en manque. Parce que oui, ici par exemple j'ai un trou. Je sais pas ce qu'il fout là, mais on va le boucher. Pour ça, bah je fourre un max de mortier dans le trou. Là, je pousse toute la pâte que j'avais sur ma taloche dans le trou. La taloche, c'est ce truc. Après, bah je choisis dans mon tas de briques cassées une qui me semble avoir la bonne taille. Et puis j'ai plus qu'à l'enfoncer dans le trou. Bah voilà. Bienvenue dans ce mur, briques. Tu fais désormais partie de ma maison. Il y a beaucoup d'endroits où j'ai dû remettre des briques. Là, par exemple, ces 2 morceaux de briques, bah j'ai dû les rajouter. Et on peut dire qu'on avance super bien. Visuellement, ça va encore beaucoup changer, mais déjà les nouveaux joints sont propres. Je suis super contente du résultat visuel. Et puis surtout, ça résout le souci d'humidité, donc fantastique. Et pendant ce temps-là, bah j'en connais un qui commence à être très curieux de ce qui se passe dehors. Eh bah alors, on t'a vu hein loulou? Je te vois loulou. Je sais que normalement j'avais dit qu'il sortirait pas tant qu'on n'avait pas mis un filet au-dessus de la cour. Mais c'est vraiment trop dur de lui dire non. On est tous les deux dehors, pourquoi lui il aurait pas le droit? Alors par contre évidemment j'autorise cette sortie uniquement parce qu'il est sous haute surveillance et je suis super vigilante. Et puis en plus comme c'est une première pour lui, il est assez peureux, je le sens pas assez confiant pour tenter de sauter au-dessus du mur. Il analyse. Après un long moment d'hésitation, il se décide quand même à explorer un petit peu. Et alors évidemment, je lui interdis l'accès au fond de la cour, hein. Dès qu'il s'approche trop, je fais barrière humaine. Il tentera sa chance quelques fois, mais pas de chance, loulou, maman est vigilante. Je peux pas encore t'offrir toute ta liberté, mon petit cœur, parce qu'il faut encore que je répare le mur éboulé, donc tu n'as pas le droit de t'approcher. Mais dès que ce mur sera réparé, tu auras droit à tout ça. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai pas les mots pour vous dire à quel point ça remplit mon cœur de joie de laisser Pipoun goûter à l'extérieur. J'ai lâché une larme rien qu'en le voyant renifler l'air du dehors. Bonjour, je te l'avais promis, non? T'es content? Moi, je suis très contente que tu sois là. Je vais juste réparer ce mur et après tu pourras venir ici quand tu veux. J'ai trop hâte de le voir se rouler au soleil, chasser les mouches et peut-être même se faire des copains chats. J'ai plein d'idées pour lui, peut-être lui planter de l'herbe et pourquoi pas un bac à sable. Après tout, c'est un chaton du désert, il est né au Maroc, peut-être que du sable ça lui ferait plaisir. Bon, sinon ce jour-là, j'ai avancé plutôt lentement parce que j'ai surtout passé beaucoup de temps à surveiller que Pipoun s'approche pas trop du mur. Oh, demi-tour, monsieur. C'est bien. Et combien de fois tu vas essayer? Sauf qu'à un moment, il y a eu un petit peu de vent alors. Il y a eu du vent. Il y a eu du vent, c'était trop. Nous ne verrons plus Pipoun du reste de la journée. C'était trop d'émotions pour lui, le vent. Bref, nous, il nous reste à brosser les murs et le lendemain, bah, je continue d'avancer. Salut Pipoun, aujourd'hui il pleut. Tu veux voir ce que c'est la pluie? Non, ça l'intéresse pas du tout de voir ce que c'est la pluie. Du coup, le temps que ça passe, bah, il se contentera de regarder à travers la vitre. Il y a là mon petit cœur. On va oser mouiller tes petits coussinets. Et puis c'est pas tout ça, mais moi j'ai encore des trous dans lesquels je dois remettre des briques. Je mouille la zone et puis je ramène une tonne de chaux que je vais fourrer dans le trou. Ensuite il me reste à enfoncer une brique et puis j'en profite tant que je suis devant pour refaire le joint entre les 2 murs. J'ai aussi la zone ici où j'avais retiré une poutre en bois qui avait moisi. Du coup bah, je fais la même méthode, un max de mortier à la chaux et puis je fouille dans mon tas de vieilles briques cassées pour trouver des morceaux à la bonne taille. On enfonce et voilà. C'est seulement le lendemain que je vais pouvoir gratter quand ça aura légèrement séché parce que ouais, ce coup-ci ça a mis 1000 ans à sécher. Merci la pluie de Belgique. Et voilà ce que ça donne. Je trouve que ça fait le taf. Et puis surtout, ça évitera les infiltrations, c'était ça le plus important. Ce mur-là aussi a super bien avancé. Regarde, toutes les fissures ont été réparées. Et même si c'est pas encore sa forme finale, bah je commence à bien l'aimer, mon mur. Il est vieux, il est abîmé, les briques sont plein de couleurs différentes, mais je trouve qu'il a son charme.
Ou alors je suis peut-être juste aveuglée par l'amour que je porte à ma tour, mais même si c'est ça, je m'en fous. L'important c'est que moi j'aime bien. Rien à voir, mais est-ce que tu te souviens du mortier nul qui était très décevant pour ma cheminée? Bah en fait il fera très bien l'affaire pour commencer à remaçonner le muret du fond. Moi j'aime pas le gaspillage. Et puis surtout, J'aime l'argent. bon, aujourd'hui, on va remplir ce trou. Vous avez beaucoup de chance de pas avoir l'odeur parce que ça pue la pistache. Là dedans, il y a tout qui tient, non pas tant que ça. On va solidifier ça tant qu'on peut. Je vais commencer par les briques que je trouve moches, celles qui ont l'air trop neuves. Comme ça, non seulement elles seront plus solides parce qu'elles sont plus neuves, mais en plus elles seront plus pas visibles parce qu'elles sont plus moches. Ouais, c'est dur le français, hein. Et c'est selon le même principe que j'utilise mon mortier moche et nul dans le cœur du muret. Pour les joints extérieurs, j'utiliserai le mortier à la chaux pour que tout soit harmonieux, mais là, pour le centre du mur, on s'en fiche. C'est juste un muret entre deux jardins, j'ai pas besoin que ce soit perméable à la vapeur d'eau ni rien du tout. Par contre, je fais quand même attention à respecter l'esthétique d'origine du mur. J'avais trié les briques visibles à l'extérieur pour pouvoir recréer le motif original du mur. Je suis en train de penser avec culpabilité à tous les insectes que je suis en train d'emmurer vivants. Ce tombeau sera votre tombeau, et j'en suis vraiment désolée. En vrai, c'est plutôt sympa comme activité. C'est un peu comme construire avec des caplas, sauf que tu mets du mortier entre chaque capla. Bon, j'ai bien avancé pour aujourd'hui. Mais là j'ai peu de mortier. Et ben voilà, au moins le mortier éco n'aura pas servi à rien. Le lendemain, on continue. Oh et tiens, je t'avais dit qu'on allait reparler des briques manquantes. En gros, j'ai été sonnée chez la voisine pour la prévenir que je faisais des travaux sur ce muret. Et là, elle me demande: ah bah est-ce que vous voulez récupérer les briques du mur? Parce qu'en fait, je les ai gardées dans ma cave. Et moi, je suis là, ouais, cool, mais qu'est-ce que les briques de ce mur fichent dans ta cave, madame la voisine? Et c'est là qu'elle m'explique: ah bah vous savez, il y a quelques années, les anciens occupants ont décrété qu'ils voulaient démolir ce mur pour avoir une vue sur mon jardin. Moi, j'ai dit non, et c'est totalement son droit. Bref, elle continue. J'ai dit non, mais après ça, j'ai retrouvé plein de briques du mur dans mon jardin. D'accord, donc quand un voisin te dit non, ne détruis pas le mur entre nos deux jardins, qu'est-ce que tu fais? Tu le démontes quand même et tu jettes les briques dans le jardin du voisin. What the fuck, c'est quoi cette histoire encore? Mais bon, si on veut regarder le verre à moitié plein, bah c'est génial en fait que la voisine ait pensé à garder les briques. Merci beaucoup madame la voisine, comme ça on va pouvoir réparer le mur entièrement. Ah et sinon j'ai fait un caprice. J'ai exigé qu'on puisse mettre une moustache de Pipoun dans le mortier entre deux briques. Parce que voilà, comme ça, bah, ce sera la maison de Pipoun pour toujours. Et on a déjà vachement bien avancé. Pour rappel, au départ, le mur il ressemblait à ça. Après, il a ressemblé à ça. Et là, on en est à cette étape. Merci Emma Slip d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors petit rappel, si tu cliques sur le lien en description, tu peux profiter des soldes d'été qui vont jusqu'à moins 50%. Et t'as également le code DECIME qui te donne 10% de réduction supplémentaire. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et activer la cloche. Tu t'es déjà abonné, que t'as déjà activé la cloche, c'est bien, tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici la prochaine vidéo, je t'ai fait des gros poutous.